il a regardé Orion, et puis d'autres nébuleuses, mais surtout Orion, puisque c'est la plus facile à observer, elle est brillante. Et alors là, il a dit, ben voilà, les nébuleuses, c'est pas du tout ce qu'on croit, en fait c'est des étoiles. Parce que, évidemment, les nébuleuses, c'est quand même des gaz extrêmement diffus, et quand on regarde, là c'est pareil, on voit les étoiles du trapèze, c'est ça qui saute aux yeux, disons. On voit mieux les étoiles que les nébulosités. Et donc, il a un petit peu essayé, là on voit d'ailleurs une image prise par un amateur, une petite lunette, bon ça c'est là-haut, et ça c'est un ensemble, une composition au sol, et puis au télescope spatial et au VLT. Et donc, là maintenant, nous on connaît cette nébuleuse, elle n'est qu'à 1500 années-lumière, c'est la plus proche. Donc c'est pour ça qu'on sait un tas de choses, en particulier qu'elle contient des systèmes protoplanétaires que le télescope spatial a découvert. Donc ça c'est des trucs inouïs. Mais concernant les nébuleuses, Galilée, là, il n'était pas outillé pour dire quelque chose de nouveau à ce propos-là. Mais quand même, il a dit qu'il y a des étoiles dans les nébuleuses, ce qui est important, parce qu'elles ne brilleraient pas sans étoiles. Donc, il a quand même fait une observation extrêmement pertinente. Maintenant, je vais vous parler des distances. Moi, je croyais rêver quand j'ai vu ça. Alors, il a mesuré la distance de l'étoile Mizar. Vous voyez, c'est la grande bourse ici. Comme on la voit sur le fond du ciel, on est là, et donc maintenant nous, avec la parallaxe, la méthode de parallaxe, on arrive à bien connaître la distance des étoiles proches, relativement proches. Et donc, vous voyez, cette étoile-là, donc c'est Alioth, Mizar, c'est celle-là, etc. En fait, elle se trouve à des distances qui vont de 50 à 100 années-lumière. Une année-lumière étant 10 000 milliards de kilomètres. Alors, lui, Mizar, en fait, elle est double. Il y a deux étoiles. Et donc, il a pris la plus grosse. C'est là où il disait 3 secondes. Donc, il a dit la plus grosse, c'est celle qu'on voit le mieux, et on fait le moins d'erreurs. Elle a 3 secondes d'arc. Alors, regardez le raisonnement. Le rayon de l'orbite de la Terre contient 226 rayons solaires. Ça veut dire qu'il connaissait déjà la valeur du rayon du Soleil, à peu près 700 000 km. Il connaissait. Et ça, à cause de toutes ces lectures et de tout ce qu'il avait regardé, que d'autres avaient publié, et qu'il avait trouvé correct. Et donc, il se l'est approprié. Et j'ai fait le calcul, vous pouvez le faire, hein, on trouve bien. Là, et puis, le rayon du Soleil contient 300 rayons de la grosse étoile. Effectivement, ça fait 15 minutes. Le rayon du Soleil, ben oui, puisque le diamètre du Soleil, c'est un demi-degré, c'est 30 minutes d'arc. Et donc le rayon, c'est bien 15 minutes d'arc. Quand j'ai vérifié, donc ça fait bien ce qu'on connaît, à peu près 150 millions de kilomètres. Ça, donc la distance Terre-Soleil, c'est le rayon de l'orbite terrestre. Et ça fait bien 15 minutes d'arc. Donc il est parti de base correcte. Ainsi, la distance de l'étoile contient 300 distances au Soleil. Vous voyez, puisque il dit qu'elles ont la même taille, les étoiles. Donc une étoile qui est 300 fois plus petite et 300 fois plus loin. Et donc voilà, forcément, voilà, il le calcule. Et donc il a su la multiplier par ces 226 rayons solaires. Et donc il trouve que la distance est d'environ 67 800 rayons solaires. J'ai vérifié tout ça et ça colle. Mais alors maintenant que nous connaissons les distances, en fait la distance, vous voyez, est de 70 années-lumière. Donc 70 fois 10 000 milliards de kilomètres, ça fait à peu près 15 000 fois plus loin que ce que lui observait. Alors, d'où vient l'erreur? Le diamètre. Hein? Vous divisez le diamètre par 15 000 et vous trouvez à peu près ce qu'on n'arrive pas à mesurer. Voilà. Parce que les astronomes n'arrivent pas à mesurer tous les diamètres des étoiles. Hein. C'est toujours en millième de seconde d'arc qu'on arrive à mesurer, et uniquement des grosses étoiles comme les Betelgeuse, ces étoiles-là, celles-là, on arrive à les mesurer. Mais là, ça ferait moins qu'un millième de seconde d'arc. Et bon, c'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse. En tous les cas, la démarche est géniale. S'il connaissait le vrai diamètre, il serait arrivé à la bonne distance. C'est fantastique, enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, en plus, il suppose que toutes les étoiles sont pareilles. Ce qui n'est pas vrai, mais comment voulait-il en plus penser ça? En tous les cas, il a ouvert l'univers. Vous voyez,
il a vu une étoile qui est donc, vous avez vu, 67 800 fois plus loin, enfin que le rayon solaire, 300 fois plus loin en fait, que le Soleil. Eh bien, c'est fantastique. Et donc, il a vraiment ouvert les limites. Elles ont éclaté. Cet univers clos, fermé, avec une grosse boule, un gros couvercle avec des étoiles dessus, au-dessus de la Terre, eh ben, il a tout fait éclater. Et puis voilà, et donc c'est maintenant que nous pouvons mesurer que le système solaire, ben, on le sait nous maintenant, c'est environ 10 milliards de kilomètres, et que l'étoile la plus proche, donc Proxima du Centaure, c'est 40 000 milliards de kilomètres, ça veut dire 4 années de lumière. Et ce qui est intéressant, et ce qui est le genre justement de raisonnement que nous faisons maintenant, et que Galilée faisait à l'instant, c'est 260 000 fois plus loin que le Soleil. Si vous divisez 40 000 milliards par 150 millions, vous trouvez à peu près 260 000. Alors vous prenez le Soleil, le beau disque du Soleil, vous divisez en imagination par 260 000, qu'est-ce qu'il y a? Il reste un point, une étoile. Et donc c'était ça fait longtemps que les gens se sont aperçus de ça, et c'était intuitivement l'avancée pour dire le Soleil est une étoile et les étoiles sont des soleils. Mais donc la méthode est comparable à celle que Galilée a utilisée, mais avec malheureusement des données pas tout à fait justes. Et alors la Voie lactée, évidemment, on la connaît de mieux en mieux, sauf la partie centrale, la Voie lactée, donc avec ce trou noir au centre. Et ça, comme c'est la matière est extrêmement dense, à cet endroit-là, il y a un tas d'étoiles, on peut difficilement voir. Moi j'avais 2 missions au VLT, donc au Grand Télescope au Chili, à l'Atacama, pour observer justement des nébuleuses planétaires dans le centre galactique. Elles sont en fait, et je n'ai pas pu observer tout ce que je voulais, en fait, les objets qu'on regarde vers le centre galactique sont plus difficiles à voir que si on regarde vers les nuages de Magellan. Parce que le nuage de Magellan, il n'y a que l'épaisseur du disque de la galaxie à traverser, alors que là, c'est tout le grain de la galaxie, hein, tout le disque de la galaxie, et donc c'est très difficile à observer. Et donc ça veut dire qu'on a construit, à cause de ça, on a construit les télescopes au Chili, juste pour que le centre de la galaxie soit au zénith, qu'on puisse bien l'observer. Et donc là, vous avez toujours cette somme. Alors ça fait plaisir à voir. Quand on pense aux efforts de Galilée, et maintenant on arrive à voir les étoiles, toutes les étoiles, c'est à côté, vous voyez bien sûr, je crois. Et puis là, vous avez toujours des nébuleuses, des poussières, ne se doutez pas qu'il y avait des poussières, et toutes les étoiles qu'on n'arrive pas à distinguer. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est toujours le même coin de l'univers, mais vu par des instruments différents. C'est toujours le même, c'est ce qu'on a vu avant, ça. Et donc ça, c'est observé par Stéphane Guizard, qui est donc un des photographes pour faire des belles photos au VLT. Et donc, vous voyez, on voit bien les nébuleuses rouges, etc., comme Orion l'est, justement. Et ça, malheureusement, Galilée ne pouvait vraiment pas le voir. Alors là, il y a une petite vidéo que je trouve intéressante et qui, justement, montre ce que Galilée a découvert et ce qu'il pensait de la Voie lactée. On imagine qu'on va vers la Voie lactée. Lui, il l'a fait avec sa lunette, il est allé vers la Voie lactée. Et donc on imagine, et puis on va rencontrer toutes les étoiles proches qui forment la Voie lactée. C'est un grand disque dans lequel nous sommes plongés. Là vous voyez Orion. Et donc on va s'avancer de plus en plus, rencontrer de plus en plus d'étoiles. Et puis on va remonter aussi vers le cœur de la galaxie, dans le noyau de la galaxie. Et donc c'est en imagination, mais c'est basé sur des distances et puis des objets réellement observés et déterminés et calculés. Et donc vous voyez, on arrive de plus en plus vers les couches, donc c'est plus large, puisqu'on se rapproche de plus en plus, ça c'est la rosette où se forment des étoiles. Et puis vous avez là, je pense, un peu du crabe, un reste de supernova. Et on approche là, on a toujours des poussières, des nébuleuses, et puis des étoiles, toutes ces étoiles que Galilée avait vues. Et là, on approche de la partie centrale, la plus brillante, la plus massive. Et en imagination, on va s'élever. On va s'élever, et cette fois-ci, on va trouver le vrai sens du mot galaxie. Vous voyez, en s'élevant au-dessus de ce disque, eh bien, on voit ce disque d'en haut, donc c'est d'après des calculs, mais c'est en imagination, bien sûr. Voilà, on voit que
Notre Voie lactée, c'est une galaxie vue de l'intérieur dans laquelle nous sommes logés à peu près à cet endroit-là. Et puis voilà les nuages de Magellan qui sont nos galaxies satellites. Et donc cette immense galaxie de 150 milliards d'étoiles à peu près, c'est une des premières approches pour vraiment voir ce que c'est que la galaxie, c'était quand même Galilée. Et nous savons maintenant qu'il y a d'autres galaxies comme... Et d'ailleurs, en comparant, vous voyez, cette image, c'est Serge Brunier qui l'a prise justement à la Tacama. On voit très bien la forme qui est très comparable à ce qu'on voit d'une autre galaxie. On voit bien que ça se ressemble. Ça, c'est la galaxie d'Andromède, qui est deux fois et demi plus massive et qui se trouve quand même à 2,5 millions d'années-lumière. Et on la voit à l'œil nu. Je ne sais pas si Galilée n'en a pas parlé. Donc, parce que de toute façon, de ce temps-là, tout ce qui était nébuleux, c'était proche, enfin relativement proche. C'est comme la Voie lactée. On n'imaginait absolument pas. C'était évident. En 1920, il y avait des grosses disputes. En 1920, il y avait ceux qui étaient pour que cette galaxie, cette nébuleuse, on appelait ça nébuleuse, soit une galaxie extérieure. Et il y avait des tas de gens qui étaient contre. Mais alors, ce qui était formidable, c'est qu'ils avaient des moyens de trouver la distance. Et alors, il y a eu des bagarres vraiment importantes. C'était des écoles différentes. Et maintenant, on sait que c'est... Et puis, il y a des tas d'autres galaxies, vous le savez, et qui sont souvent en fusion, qui se rencontrent, qui sont en collision, des galaxies cannibales. Ça, c'est le résultat d'une collision de trois galaxies. C'est un oiseau cosmique, c'est comme ça que les astronomes l'ont baptisé. Et puis, vous voyez, tout ça, c'est des antennes, enfin, tout ça, c'est des galaxies qui sont en train de fusionner. Et on s'est rendu compte que plus on va loin dans l'univers, plus on trouve de galaxies qui fusionnent. Regardez, de petites galaxies, vous en voyez partout. Il y en a qui fusionnent. Donc maintenant, on sait que les galaxies se forment par fusion de petites galaxies. Ça, on ne savait pas, c'est récent, on sait ça récemment. Et puis donc, vous voyez à quel point l'univers s'est ouvert grâce à Galilée. Et ce qui est encore incroyable, et si Galilée savait ça, la Lune, si vous regardez la Lune, eh bien, vous prenez le petit morceau de la Lune, voilà. Ça, ces champs-là, c'est ce que vous venez de voir. Et vous voyez, c'est la même échelle que la Lune. Donc, si vous prenez un petit bout de Lune comme ça, eh bien, vous voyez ce que vous venez de voir. Donc, le petit bout de Lune, c'est simplement pour voir la dimension. Vous voyez, c'est pour montrer relativement par rapport au diamètre de la Lune, c'est des tout petits points du ciel dans lesquels vous trouvez des centaines de galaxies. Et puis voilà, pour finir, voilà une petite vidéo qui est assez intéressante, qui a été faite pour l'année mondiale de l'astronomie, et qui montre justement l'état des choses actuellement pour aller de cet univers proche à l'univers lointain. Donc on rencontre évidemment une planète avec les plus belles images que l'on puisse avoir, et on trouve donc toutes ces nébulosités dont on sait maintenant que c'est des restes d'explosion d'étoiles, et des restes de supernovae, des bribes d'enveloppes de supernovae, tout ça, qui sont riches de toute la matière que ces étoiles ont fabriquée pendant leur vie, c'est-à-dire tous les éléments chimiques. Et donc voilà l'explosion d'une supernova qui a été simulée. Et voilà, là je vous avais dit que dans Orion, on trouve des systèmes, voilà, ça c'est une observation. Voilà, on trouve des systèmes protoplanétaires, une étoile en train de se former avec un disque de poussière qui deviendra des planètes. Et puis on trouve des étoiles qui sont réunies même par centaines, par milliers, il y en a même jusqu'à 1 million dans ces amas qu'on appelle des amas globulaires. Et on pense que notre galaxie aussi, elle s'est formée par la fusion de tous ces amas globulaires pour former la galaxie que nous connaissons maintenant. Et ça, c'est donc une galaxie qui est très belle, la galaxie Tourbillon. Et voilà, de nouveau, voilà des fusions de galaxies. Et donc l'image finale qui montre qu'avec le calcul des distances, on peut faire une vidéo réaliste de ce type-là, où on rencontre d'abord les galaxies proches, et puis finalement, on arrive au bout de ce qu'on connaît. Et c'est-à-dire, on connaît jusqu'à peu près à 14,5 milliards d'années-lumière de distance. Mais on ne sait, mais après on est arrêté et on veut savoir plus et on envoie
Il y a des missions qui sont vraiment prévues dans ce sens-là. Et voilà l'univers infini. Alors l'infini entre guillemets parce que les astronomes ne parlent pas de l'infini, parce que nous sommes des mesureurs. Or l'infini, ça ne se mesure pas. Mais Galilée, quand il parlait de l'infini, vous voyez, c'est philosophique. Maintenant, c'était clos, fermé, étouffant, et hop, tout s'est ouvert, donc cet univers-là. Alors, j'ai quand même noté, puisqu'on lit à Mulhouse, il y a quelques titres, donc, je ne sais pas, vous les connaissez peut-être, tous ces livres, sûrement. Moi, j'en ai mis, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai mis quelques-uns. Et puis, ça, je vous recommande, j'ai apporté d'ailleurs cette revue, l'astronomie, c'est la Société astronomique de France, vous l'avez en kiosque, qui consacre vraiment pas mal de pages spécifiques sur Galilée et des choses vraiment très très intéressantes. Et puis, ce petit livre, je l'ai apporté aussi, c'est une traduction de ce messager céleste et qui a été faite par toute une équipe de l'Observatoire de Lyon pour l'année mondiale. Et je crois que c'est vendu 5 €, mais il faut l'écrire, il faut l'écrire. Voilà. Et puis aussi, j'ai la revue, si vous voulez passer ça. Voilà. Et puis donc, pardonnez-moi. Vous voyez, ceci, alors il y a la traduction dedans. D'un côté, vous avez l'original et de l'autre côté, la traduction avec les images. J'ai pris pas mal d'images de ce livre pour vous montrer. Et donc, ça, il suffit donc d'écrire. Et au CLEA, c'est le comité de liaison enseignant astronome. Voilà, et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir partagé avec moi ma profonde admiration pour cet homme extraordinaire qui est Galilée. Merci. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien.